Bienvenue sur Africa Today. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Les travaux de la deuxième session du Conseil d'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables se sont poursuivis ce samedi à Conakry. Plusieurs communications ont été faites lors de cette troisième journée, notamment celle du Premier ministre gabonais et de la ministre française de l'écologie, du développement durable et de l'environnement. Aboubakar Kondé. Présente à Conakry pour apporter les salutations et le soutien du président François Hollande à l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, la ministre française du développement durable et de l'énergie a rappelé le rôle joué par l'Afrique lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat et ce, après les échecs de Rio et de Copenhague. Selon Ségolène Royal, il y a deux catégories de pays qui subissent aujourd'hui les effets du réchauffement climatique. Ce sont les petits États insulaires qui sont menacés par la hausse du niveau de la mer et qui eux-mêmes peuvent disparaître. Et on a vu d'ailleurs que ce sont les petits États insulaires qui ont été les premiers à signer l'accord de Paris, qui ont tiré la sonnette d'alarme de façon même pathétique, je me souviens à New York, au moment de la signature. Et ce sont les États africains, parce que c'est le continent africain qui est le plus durement impacté par le réchauffement climatique. Et pourtant, et je le dis à la COP21, je le redis ici devant vous, le continent africain n'est responsable que de 7% des émissions de gaz à effet de serre, mais dans les 50 pays les plus vulnérables, il y a 36 pays qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, Ségolène Royal est revenue sur la portée de cette démarche vers les énergies renouvelables pour le continent africain et pour le reste de l'humanité. Si le continent africain faisait les mêmes choix que les pays industrialisés, c'est-à-dire les énergies fossiles pour se développer, mais nous n'arriverons pas à rester en dessous des 2 degrés. Et donc les choix que le continent africain va faire sur les énergies renouvelables est un choix absolument crucial qui engage la planète tout entière. C'est pour ça que je voudrais saluer votre courage, votre engagement, votre détermination, mais aussi vous dire que les pays du Nord sont conscients de leurs responsabilités. Un agenda a été élaboré par l'Union africaine d'ici à 2063 qui sera au centre du CAOSC sous la coordination générale du Gabon. Présent à Conakry pour ce deuxième conseil d'administration, le Premier ministre gabonais a parlé des axes qui vont piloter cet agenda. Cet agenda 2063 sera au centre de l'action du CAOSC sous la coordination du Gabon. C'est pourquoi le président Ali Bongo Ondimba, conscient de ce que notre marche vers un développement durable adapté aux contraintes climatiques est encore longue, se propose durant son mandat de mener son action sur les 3 axes suivants. La consolidation des acquis et le renforcement des initiatives continentales sur le climat. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, la mise en place d'une véritable stratégie de financement et de mobilisation de ressources nécessaires à la matérialisation de nos initiatives. Troisième axe, le maintien de la cohérence entre les principaux organes africains de lutte contre les changements climatiques. Dans son intervention, le Premier ministre guinéen Mamadi Yula a indiqué que les actes qui doivent être posés doivent servir à la fois le présent et le futur du continent. L'Afrique a quand même besoin de se développer. Donc le travail que nous faisons aujourd'hui, il faut certes à la fois réduire ces changements climatiques, mais il faut aussi penser au développement de l'Afrique, parce que pour se développer, on a besoin d'énergie. Donc c'est ce travail aujourd'hui que nous faisons, et j'espère que toutes les personnes impliquées dans ce processus garderont présent à l'esprit, maintiendront cet engagement afin de préserver notre environnement, afin de préserver notre planète, afin de préserver les futures générations, mais aussi de leur donner la chance d'avoir les moyens de se développer. Il faut rappeler que les inondations, les perturbations climatiques, la baisse du niveau des fleuves, la désertification et la déforestation sont entre autres effets du réchauffement climatique.
Les rideaux se sont refermés ce vendredi sur la 19e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels et de la deuxième journée pharmaceutique de Guinée. Les participants s'accordent que cette rencontre de Conakry s'est achevée sur une note de satisfaction et la présidence de l'ACAM revient désormais à la Guinée pour cette année 2017. Compte rendu Mamadou Alphaba. Cette 19e édition a permis à l'ACAM de se doter de son tout premier plan stratégique depuis sa création. Le renforcement des partenariats entre les centrales et l'amélioration de leurs performances sont les principaux axes de ce document. La qualité des débats et de l'organisation a été appréciée par les participants. Je me réjouis de la qualité des débats, de la participation nombreuse de toutes les centrales et de tous les confrères, de tous les professionnels de la profession. Je pense que, je me réjouis aussi que le directeur de la pharmacie centrale de Guinée soit le nouveau président de cette assemblée. Je pense qu'il sera un excellent ambassadeur des centrales nationales d'approvisionnement pour l'Afrique. Le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée et désormais président de l'ACAM dit avoir conscience de la portée des responsabilités qui lui est confiée. Dr Moussa Konaté reconnaît que les défis sont énormes mais s'engage tout de même à œuvrer pour l'accessibilité des médicaments de qualité pour les citoyens. Je tiens à remercier mes pairs qui ont bien voulu accepter de faire confiance à la Guinée à travers ma modeste personne. Président de l'ACAM, c'est l'ambassadeur de plaidoyer auprès des nations, auprès des institutions pour œuvrer à ce qui est des médicaments de qualité pour les populations africaines. Alors, les défis sont nombreux quand on sait que dans nos différents pays, il y a un réel problème de disponibilité de médicaments de qualité à des coûts abordables. Il nous appartient à nous d'œuvrer pour qu'il y ait des médicaments de qualité pour nos populations et cela passe nécessairement par le plaidoyer, par la formation et par les contacts avec les centrales, mais aussi par le contact avec les institutions internationales. Quant au ministre de la Santé, Dr Abdraman Diallo promet de s'investir auprès de ses pairs des pays membres de l'ACAM pour la matérialisation du plan d'action issu de cette assemblée. Je rassure l'ACAM d'être le porte-parole auprès de mes pairs, ministres de la Santé d'Afrique, pour la mise en œuvre du plan stratégique issu de la 19e Assemblée générale de l'ACAM. Il a été retenu que la Côte d'Ivoire accueillera la 20e Assemblée générale en 2018. La diffusion des statistiques provisoires de la biométrisation des étudiants des institutions d'enseignement supérieur public et ceux des privés qui sont des boursiers de l'État dérange les fondateurs de ces instituts d'enseignement privé. La Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé rejette les chiffres de cette opération de biométrisation publiée par le ministre Abdoulaye Yorobalde. Oumar Sow pour nous en dire plus. 48 heures après la promulgation des résultats issus de la biométrisation des étudiants des universités publiques de la capitale et des boursiers de l'État, des voix se lèvent. Pour la Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé, les chiffres donnés par le ministre au finish de cette opération d'enrôlement sont contradictoires par rapport au nombre d'étudiants boursiers de l'État qui sont orientés vers leurs universités. Face à cette situation, la CRESUP souhaite que la différence entre l'effectif total annoncé et l'effectif contractuel des étudiants soit démentie par le patron du département de tutelle. La Chambre représentative des universités privées, CRESUP, rejette ces chiffres et informe l'opinion nationale et internationale que l'effectif réel de l'ensemble des universités privées dans les contrats officiels est de 25 711 étudiants. Nous rappelons que ces derniers chiffres sont les chiffres officiels du ministre lui-même et constituent la base de paiement des boursiers de l'État reçus dans les universités privées. Sur les 32 institutions d'enseignement supérieur de Conakry, la CRESUP déplore que 2 parmi tant d'autres universités soient reprochées d'avoir plus d'effectifs que d'étudiants biométrisés. En outre, les 2 plus grandes universités qu'il a incriminées pour avoir 5 000 fictifs chacune, à savoir l'université de Nongo, Conakry, UNC, et l'université Kofi Annan de Guinée, UCAG, ont des effectifs contractuels respectivement de seulement 3 465 et 3 860 étudiants. Encore une fois, il est incohérent d'annoncer un nombre de fictifs plus élevé que le nombre d'étudiants. La CRESUP souhaite que la différence entre l'effectif total annoncé
et l'effectif contracté, soit 26 340 étudiants, soit justifié par Monsieur le ministre. Au cas où cette revendication ne sera pas prise en compte par le ministre Yero Baldé, la CRESUP envisage d'autres alternatives. La CRESUP se réserve le droit, après concentration et analyse des implications de cette campagne médiatique de diffamation qui porte gravement atteinte à l'honneur et à la dignité de l'université privée, de prendre dans les jours à venir toutes les dispositions qui s'imposent, y compris l'arrêt éventuel des cours, jusqu'à la clarification effective de cette situation. Avec cette haute réclamation des fondateurs d'universités privées de la capitale, peut-on dire qu'on s'achemine vers un autre bras de fer entre l'État et les universités privées? En tout cas, les jours à venir nous édifieront. L'école nationale chemin de fer située dans la commune de Kaloum est la seule spécialisée dans la formation des cheminots en Guinée. Mais de nos jours, cette école est confrontée à un manque criard de matériel pour les cours pratiques. Notre reporter Saloum Kondé s'est rendu dans cet établissement. Suivez son reportage. C'est à côté de l'ancienne gare ferroviaire de Conakry que l'école nationale chemin de fer est implantée. La vétusté des bâtiments frappe l'œil du visiteur en premier. La cour intérieure est malpropre. Dans les salles de classe, on aperçoit des tables-bancs qui datent de l'époque coloniale. C'est l'image que présente actuellement la toute première école des cheminots de la sous-région. Elle a été construite en 1947 et valorisée en 1949. À l'époque, il n'y avait que la maintenance en mécanique et en électricité. C'est pour ça qu'il a eu le nom Kameg. Avant, l'école a été secondée par Sokodé, une école qui formait à un niveau inférieur au Mali, mais qui venait terminer leur étude en Guinée ici. Là. Donc c'est pour cela qu'on a eu beaucoup de Togolais ici, beaucoup de Béninois, beaucoup de Sénégalais qui sont venus faire des études de chemin de fer en Guinée ici. Malgré la grande renommée de cette école dans le passé, c'est un couloir rétréci qui mène vers l'atelier de production. Dans cet endroit, les anciens moteurs de locomotives sont disposés pêle-mêle. Le chef des travaux nous explique le fonctionnement. Ici, au niveau du moteur, par exemple, quand ils apprennent la théorie, c'est ces moteurs-là qui font des exercices. On les ouvre pour connaître le principe de fonctionnement de tous les organes. Mais il y a d'autres types de métiers, comme l'électricité par exemple, l'électropneumatique, eux vont sur le train directement. Les conducteurs également vont sur le train directement. C'est des ateliers qui sont un peu détachés de notre école. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Dans la même salle, nous avons trouvé le professeur des voies et bâtiments qui exprime sa désolation par rapport à la qualité de la formation. Pas de matériel adéquat pour pouvoir sortir sur le terrain, montrer aux élèves comment manipuler tel appareil, Même le mur, on n'en a pas ici. Donc seulement on a la glaise pour faire monter les briques les uns sur les autres et ainsi de suite. Est-ce que cela n'a pas un impact négatif sur la formation? Mais ça a un impact négatif sur la formation, mais qu'est-ce qu'on peut? On peut rien. Au-delà de notre moyen, on se limite là. C'est vraiment décevant. On ne savait pas. Nous, on pensait qu'avec l'arrivée d'un professeur en tête d'un pays, au moins le système éducatif, le niveau allait être rehaussé. Cette baisse du niveau des apprenants assaille de nos jours tout le système éducatif, même si les élèves de cette école sont nombreux dans les sociétés minières, nous a laissé entendre le directeur des études. Jour J-50 de Conakry, capitale mondiale du livre 2017, le compte à rebours a été lancé ce vendredi à Conakry. Les partenaires de cet événement nourrissent plein d'ambition pour sa réussite et l'État guinéen avance également à grands pas dans les préparatifs. Les acteurs du livre, eux, se disent satisfaits. Ça, à Louyombono. Dans 50 jours, les projecteurs du monde littéraire seront braqués sur la Guinée. Le pays sera le point de rencontre de toutes les grandes personnalités du livre jusqu'au 22 avril de l'année à venir. À 1 mois, 20 jours de ce rendez-vous, les partenaires multiplient les propositions de projets. Pendant cette année, on va développer plusieurs activités au sein de l'hôtel et on va faire des événements comme la présentation du livre du mois, l'orchestre du mois, les ballets du mois et chaque 12e week-end de mois. Et aussi, le samedi, on va faire les soirées cinéma de la littérature avec des dîners, la projection d'un film basé sur un bouquin. Tout cet événement ont été définis sans aucun intérêt commercial et les fonds qui vont être collectés vont être dédiés à financer les points de lecture du quartier Camaïen.
Les éditeurs, eux aussi, ne comptent rester en marge. Tous apprécient le niveau d'avancement des préparatifs. Je crois que c'est un travail, c'est un programme alléchant, avec pas mal d'initiatives concernant les médiathèques, les bibliothèques, les points de lecture. Voilà, tout ça c'est innovant. Nous également, en tant qu'auteurs et éditeurs, directeurs d'une maison qu'on appelle les éditions Wanda, nous avions eu un programme, notre programme en nous, qui concerne la sortie de 5 auteurs. Donc je crois que l'allure est très bonne et il faudra que toute la société s'y mobilise pour que l'événement connaisse encore un succès. Pour la réussite de ce grand rendez-vous littéraire en Guinée, l'État met les bouchées doubles. Sur les 50% du financement du projet qui sont à sa charge, des efforts considérables ont été fournis. L'on n'attend plus que la mobilisation financière des partenaires. À ce jour, nous avons une quinzaine de milliards mobilisés par le gouvernement guinéen. Mais nous n'avons pas assez d'annonces d'abord venant du côté des mécènes et des sponsors. C'est le lieu, je profite de votre antenne et de vos micros pour lancer un appel vibrant, solennel, un cri de cœur pour que tout le monde puisse, dans un élan prodigieux, mettre la main à la poche pour rendre Conakry, effectivement, capitale mondiale du livre. Pour le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre 2017, il y a de quoi se réjouir. Un incendie s'est déclaré ce samedi dans un foyer à Boulbiné, c'est dans la commune de Kaloum. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, mais aucune perte en vies humaines. La source reste pour le moment inconnue. Le constat avec Soirée Boubacar. Au regard impuissant de ses locataires, le feu a tout ou presque tout emporté. Voisins et sapeurs-pompiers ont essayé de maîtriser les flammes qui provenaient de l'intérieur des maisons, mais rien n'est fut fait. Tout est gâté, sauf quelques petits objets. Sinon, on a tout perdu. Nous devons recommencer tout. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers qui parfois même étaient en crise d'eau, le voisinage était obligé de sortir leurs réserves d'eau potable gardées dans les maisons pour tenter de sauver quelques objets. Une intervention qui n'a pas été facile vu l'accessibilité difficile de l'endroit. Et la cause de cet incendie reste pour le moment inconnue. C'est la fumée seulement qu'on a vu sortir de la maison. Elle était déjà fermée et son propriétaire n'était même pas là. On a tenté d'ouvrir la porte, mais les flammes étaient déjà de trop. Ces derniers temps, les incendies de ce genre restent un problème majeur dans la ville de Conakry. Et le plus souvent, selon des constats, des mauvaises ou installations frauduleuses de l'électricité sont pointées du doigt. En marge de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI a visité le chantier de débarcadère de Lokodjo, point de débarquement aménagé pour la pêche artisanale. Financé par sa fondation, l'infrastructure permettra de développer la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Suivez. Vers une augmentation des ressources halieutiques commercialisées en Côte d'Ivoire grâce au roi du Maroc, Mohamed VI s'est rendu sur le chantier du point de débarquement amélioré de la pêche artisanale financé par sa fondation pour un montant de 1,8 milliard de francs CFA. Le débarcadère de Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, enregistre une production annuelle de 20 000 tonnes de poissons réalisées par 2400 marins pêcheurs. Après les travaux, ils disposeront d'infrastructures modernes, comprenant notamment une halle de poissons et une chambre froide. Selon le ministre de la Production animale et des ressources halieutiques, 30% de la production nationale est perdue parce que les pêcheurs n'arrivent pas à conserver les invendus de leur prise. Même si notre production n'est pas vendue le jour, nous avons la possibilité de la conserver et de la vendre. Alors que par le passé, parfois nous étions obligés de même détruire parce qu'on ne sait pas comment on va garder s'il n'y a pas quelqu'un pour acheter. Le point de débarquement amélioré de la pêche artisanale de Lokodjo va également bénéficier à 1600 femmes marailleuses et 350 fumeuses de poissons. Leurs conditions de travail vont s'améliorer et leurs revenus augmenter. Les conditions de travail des femmes étaient vraiment très difficiles et elles ne bénéficiaient pas de conditions adéquates. Aujourd'hui, avec cette modernisation, ce débarcadère, nous pouvions dire qu'il aura un impact absolument positif sur les revenus des femmes.
En plus des 6 coopératives de pêcheurs d'Abidjan, le point de débarquement amélioré de la pêche artisanale de Lokodro accueillera également les pêcheurs en provenance de Grand-Bassam et de Jacquesville. Les travaux sont prévus pour s'achever en juillet 2017. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a nommé un premier ministre mercredi dernier, une première depuis 1989, alors qu'il avait annulé ce poste à son accession à la magistrature suprême. Et c'est donc son vice-président Bakari Hassan Sali qui accède à la primature. Regardez. Le nouveau Premier ministre soudanais Baki Hassan Saleh a prêté serment ce jeudi 2 mars à Khartoum. Il a été nommé par le président Omar El-Béchir mercredi 1er mars 2017. Le Premier ministre actuel, c'est un Premier ministre qui va diriger un gouvernement de transition nationale. Le poste de Premier ministre a été supprimé par le président Omar El-Béchir après son accession à la magistrature suprême en 1989. En plus de la primature, Bakri Hassan Saleh conservera le poste de premier vice-président de la République, ce qui, aux yeux de certains observateurs, pose un problème juridique. Il est chargé d'appliquer les résolutions de la conférence de dialogue national qui ont pour but de finir la guerre et de normaliser, si j'ose dire, la vie politique dans le pays. Le cumul des deux fonctions par le nouveau Premier ministre fait déjà polémique. Pour rappel, le dialogue national tenu entre octobre 2015 et octobre 2016, à l'initiative du chef de l'État, a été boycotté par une partie de l'opposition et par les groupes armés. Un remaniement du gouvernement est attendu dans les prochains jours avant l'ouverture de nouvelles sessions du dialogue national, cette fois-ci qui se penchera sur la réforme de la Constitution. Jusqu'où ira-t-il? C'est un peu la question que se pose la presse française ce samedi. Lâché de toutes parts, François Fillon apparaît plus que jamais cela dans la campagne qu'il mène pour atteindre l'Élysée le 6 mai prochain. 139 élus, les Républicains ont lâché le candidat de la droite, dont son porte-parole et son directeur de campagne. François Fillon en appelle au peuple. Suivez. On donne le navire. Patrick Stefanini, directeur de campagne de François Fillon, quittera son poste dimanche soir. Il rejoint une liste qui ne cesse de s'allonger. Thierry Solaire ne portera plus la parole du candidat et François Fillon devra faire sans le soutien des centristes de l'UDI. Des défections en série qui en appellent officiellement à Alain Juppé. Il commence d'ailleurs à recevoir des parrainages d'élus. Le maire de Bordeaux s'est dit disponible à condition néanmoins que François Fillon renonce, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour. Je vous le dis, François Fillon ne va pas renoncer. Voilà, il va aller jusqu'au bout. Et vous allez voir, le meeting de dimanche, ce sera un très grand succès. François Fillon qui espère réunir 50 000 personnes sur le parvis des droits de l'homme, il s'est adressé directement à ses soutiens sur les réseaux sociaux. Je vous attends nombreux, très nombreux, pour montrer aux yeux de tous ce qu'est la volonté populaire des militants de la France. Avant cela, François Fillon a rendez-vous aujourd'hui à 13h30 en meeting à Aubervilliers, près de Paris, pour y rencontrer la société civile. En Irak, l'armée poursuit son assaut sur les quartiers ouest de Mossoul. 6 semaines après avoir reconquis la zone est, aujourd'hui, force est de constater que les djihadistes résistent à l'intensité des combats, obligeant une fois encore la population à fuir. Regardez. Ils marchent dans le froid, inlassablement, mais rien ne les fera revenir en arrière. C'est cela ou la mort. Alors ils préfèrent fuir pour trouver un refuge, une terre plus sereine, loin des combats de leur ville, Mossoul. Mossoul, terre brûlée, zone de combat entre les forces irakiennes qui tentent de faire tomber la partie ouest de la cité, toujours aux mains de l'État islamique. Nous fuyons la nuit, les familles qui sont capturées sont battues, les hommes sont exécutés et les femmes sont renvoyées chez elles. Plus de 28 000 civils ont réussi à quitter la partie occidentale de la deuxième ville d'Irak depuis le 19 février, date de l'offensive des forces gouvernementales. Les djihadistes résistent et se servent des civils piégés à l'intérieur de la ville comme de boucliers humains. Des civils sans nourriture ni médicaments, apeurés. Il y a environ 1000 personnes qui sont arrivées ici, des femmes, des hommes, des enfants. Ils sont désespérés, ils souffrent de malnutrition et ils ont un besoin urgent d'eau, de nourriture et de soins médicaux pour leur santé.
Conscientes de ce contre-la-montre, pour libérer la ville et les civils, les forces irakiennes redoublent de détermination. Un quartier huppé a été libéré ces dernières heures. Plusieurs tunnels ont été découverts. Les djihadistes se cachent, circulent et attaquent par surprise. Leur résistance est féroce, mais l'armée irakienne n'a d'autre choix que de faire tomber le dernier grand fief de l'État islamique en Irak. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'attention. Bon week-end chez vous. Au revoir.